Pour moi, une forêt ancienne, c'est pas juste des arbres, c'est pas juste un écosystème, c'est comme une cathédrale. Je vois pas à l'église, moi, je vois dans le bois. Je m'appelle Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 2, Nature, elle. Aujourd'hui, on est à Slocan, dans la forêt ancienne de Russell Creek, et on rencontre Andrea Fox, guide d'aventure pour Elemental Journeys et activiste pour Last Stand West Kootenays. Pour entendre toute ma conversation avec Andrea, rendez-vous sur la plateforme balado de votre choix et cherchez simplement Franc-Ouest. Andrea, tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah, merci. C'est une... Un autre lettre de la... Ouais, une autre lettre de la RCMP. C'est une... Signé. Une œuvre d'art unique. Ah, cool. Faite à l'AFCO, dans le studio de sérigraphie. Cool, c'est beau, C'est ça. beau, hein? Merci. Ma petite enveloppe, la police, ça va rentrer parfait avec ça. Pour moi, une forêt ancienne, c'est pas juste des arbres, c'est pas juste un écosystème, c'est comme une cathédrale. Je vois pas à l'église, moi, je vois dans le bois, puis tu le sens, là, l'énergie. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc-Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 8, Andrea Fox, activiste environnementale, forêt ancienne de Russell Creek. La guide de plein air intentionnelle et fondatrice de Elemental Journeys, la franco-canadienne Andrea Fox, nous fait découvrir une forêt ancienne peu connue de la vallée Slocan en Colombie-Britannique, qu'elle et d'autres activistes environnementaux ont défendu des coupes forestières. Militante de première ligne et alliée des peuples autochtones, elle nous amène au cœur de la manifestation iconique de Fairy Creek sur l'île de Vancouver et nous partage les charmes de vivre exclusivement dans un camion. On est loin du van life. En explorant la forêt ancienne de Russell Creek, l'ambiance y est mystérieuse. Les arbres immenses sont recouverts de mousse et de lichen et on ressent un calme. Après seulement quelques minutes, à marcher dans ce bain de forêt. Le plus gros là, des arbres, là, il doit avoir à peu près 1500-1800 ans. Fait que vraiment des monuments, une cathédrale. Puis là, pour pouvoir se rendre, on va bientôt quitter les routes, puis on va tomber sur un chemin forestier. C'est pour ça qu'on prend la bête, Ouais, la on prend Luna. ta maison, on prend ton gros truck 4x4 dans Ouais. lequel tu habites. Qui est avec moi avec toutes mes aventures. Et là, on va-tu fitter toute l'équipe de production là-dedans? On va être 5. 1, 2, 3, 4, Toi, 5. tu Ça devrait. l'utilises pour amener des clients aussi Ouais. en aventure? Ouais, normalement, j'ai plus de stock, là, mais j'ai libéré la banquette arrière, puis le lit est replié sur soi. Fait que Jack, elle peut être dans le milieu. Ouais, Je peux aller sauter en arrière aussi. Là. dans le cas. J'ai vu, me coucher, prendre un petit somme. Ça va brasser pas mal. Ah ouais, hein? Je suis pas mal cowboy avec mon Ok. truc. On est sur la Little Slocan FSR. Fait que FSR, c'est pour chemin forestier. Il y en a beaucoup là, au BC. Là. On peut vraiment aller dans des raccoins du pays avec ça. Mais ça nous prend le truck pour. Fait que Ouais. c'est pour ça qu'on est avec Luna aujourd'hui. Puis là, je vais juste appeler le kilomètre parce que Oh, ça, c'est excitant. up kilometer 1, Little Slocan, 1 pickup truck. Ça serait drôle si je disais en français. Hein? Ah oui! Puis là, on arrive à la Russell. Ça doit faire un an et demi à peu près que j'ai commencé à amener du monde ici. Le gouvernement, il y a une couple d'années, ont publié des cartes des endroits avec le plus de potentiel pour des forêts anciennes. OK. Ça fait que ça, ici, c'était une de ces régions-là. Puis même si
Ils les avaient identifiés, il n'y avait pas de garantie que ça allait être protégé. Fait que nous autres, on a commencé à venir voir, checker ce qui se passait ici. Puis on a comme découvert l'endroit où je vais t'amener aujourd'hui. Fait que mes amis puis moi, on est montés ici avec la Stan West Kootenay, puis on a commencé à prendre l'inventaire des arbres, des animaux en voie de disparition. Il y a une journée, il y avait des machines qui avaient été montées puis qui étaient en train de couper de la forêt ancienne où on va aller. Puis finalement, c'est ça, il y a plusieurs gens qui se sont pointés puis qui ont bloqué l'accès à l'industrie forestière. Puis comme de fait, ils ont changé leur plan pour la forêt ancienne où on va aller aujourd'hui, mais ça change pas qu'ils ont comme quasiment coupé tout ce qui est alentour de ça puis que ça affaiblit les systèmes quand on fait ça. Fait que pour moi, c'est un endroit qui est super magique. Je vois des arbres, c'est comme aller voir des vieux amis ou de retourner en visite au Québec puis d'aller voir ma famille. Oh, wow! Fait que ça, ici, en fait, c'était l'endroit où on avait établi le camp. Là. OK. T'sais, tout alentour de nous autres, là, il y a eu de la coupe à blanc. Ah, oui. Puis juste en bas ici, t'as le Council of Elders, le rassemblement des anciens. Je sais pas si tu Oh vois. mon Dieu, ouais, ça c'est un gros arbre. Hein? Tout ça en haut, c'était prévu d'être une coupe à blanc. Fait qu'on va monter, puis on va aller voir Tupa, qui veut dire grand-mère en Senex. Ils appellent ça le Inland Temperate Rainforest. C'est un système comme la côte, mais dans l'intérieur du BC. Wow! Puis ça, c'est en voie de disparition. Puis tranquillement, pas vite, on voit ces forêts-là être remplacées par des forêts de pins ou des forêts qui sont vraiment plus asséchées, là, qui n'ont pas la même capacité de retenir l'eau. Fait que quand j'amène le monde ici, je leur dis tout le temps, tu sais, là, on est dans le réfrigérateur. C'est ça qui nous garde au frais. Puis c'est ça qui retient l'humidité dans la région. C'est des écosystèmes comme celui-ci. Pourquoi c'était important pour toi d'avoir les questions? Pourquoi tu t'es préparé? Pourquoi t'as appelé ta grand-mère? Ouais, c'est ça. Tu l'as aimé, cette histoire-là. Ah, tellement, là. Ben, la première fois qu'on s'est parlé, ça faisait un petit bout que j'avais pas parlé français. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai de la misère, moi, là. Puis c'était même pas de parler français qui était le problème, parce que ça, je le fais tout le temps avec mes parents, puis mes grands-parents, puis tout ça. Mais c'était de parler des causes ou des intérêts que j'ai, qui étaient plus un défi, dans un sens, parce que j'étais habituée d'avoir du vocabulaire ou d'en parler en anglais. Fait que là, d'en parler en français, c'était comme un bloc mental. Là. Oh, c'est quoi le mot pour ça? Puis ça a été un processus. Fait que je me suis dit, je vais prendre les questions, puis je vais essayer de les répondre, puis je les ai répondues comme si je parlais. Fait que c'est pas du beau français. Fait que j'ai appelé ma grand-mère un matin, j'ai appelé ma mère hier, elle dit « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. » Je dis « Ouais, j'ai une entrevue en français. » Puis j'y ai même posé des questions pour voir ce qu'elle répondrait. Oh my God! Là, il va falloir que j'interviewe ta mère. Ouais, c'est ça. Prochain épisode, Ouais. J'appelle ta mère. C'est ça, ça va être ta saison 3. Ton follow-up. Les parents des participantes. Ah, Ouais, voilà. on l'a. Voilà. Fait que c'était intéressant de penser à ça, parce que c'est pas souvent qu'on se pose ces questions-là. Fait que... Moi, c'est ce que j'ai trouvé magique. Tu sais, quand je suis déménagé à Nelson, j'ai tout de suite embarqué dans le projet de Franc Ouest avec l'AFCO. Mm-hmm. Et là, je connaissais personne. Puis là, il y a du monde qui m'ont dit « Johnny Poutina, Mia Noblet. Tu sais, je savais qu'il fallait que j'ai contact, mais je connaissais rien sur ces personnes-là, parce que c'est pas des personnes nécessairement connues. Mm-hmm. Puis moi, ça fait quand même plusieurs années là, que je fais des entrevues dans toutes sortes de formats, puis j'adore ça. Mm-hmm. Mais en entrevue, c'est comme « Allô? » Et là, on part, puis tu sais, on part des fois là, pour 1 heure, 1h15, puis on va dans n'importe quelle direction. Ouais. Puis la personne se sent à l'aise. Puis là, à la fin de cette rencontre-là, là, j'en sais tellement beaucoup, là, sur genre l'histoire avec les dates de genre leur mouvement jusque dans l'Ouest, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Puis là, le reste du comité d'écoute, il était comme, hey, ça fait 10 ans que je connais cette personne-là. J'ai jamais su qu'elle a fait un voyage, disons, au Népal. Ou tu sais, j'ai jamais su qu'elle avait cette passion-là. Parce qu'on fait jamais ça.
Moi, Uh-huh. aujourd'hui, il y a des choses que je vais découvrir sur toi que ça m'aurait pris combien d'années avant de les savoir, tu sais. Puis je pense qu'il y a comme un niveau de vulnérabilité aussi avec la personne qui partage parce que souvent, ça prend de la place. Puis c'est pas souvent qu'on a cette place-là pour partager dans un contexte qui est accueillant, évitant, avec un public qui s'intéresse à ce qu'on fait. Fait que pour moi, c'est de revisiter ces mémoires-là puis de revisiter mon parcours. J'étais comme, aïe, j'en ai fait du chemin puis c'était drôle parce que j'étais comme, comment je mets ça en mots? Puis là, je me suis dit, c'est comme un bushwhack. Tu sais, quand tu vas dans le Défriché, bois, là. ouais, tu vas dans le bois, tu t'en vas quelque part, puis tu te dis, je vais aller grimper cette montagne-là, mais il y a pas de sentier, il y a rien. Puis là, tu fais un petit bout, tu te rends quelque part, puis là, tu te dis, peut-être par là. Fait que là, tu fais un chemin là-bas, puis là, à un moment donné, t'as un cul-de-sac. Fait que je me sentais un peu de même en revisitant ma vie. Je me suis dit, waouh, il y a pas vraiment de logique à ce que j'ai fait, mais en même temps, quand je regarde un mène à l'autre, puis le reste devient l'histoire. Ben écoute, on part. Ouais. Parce let's go. que moi, je te connais tellement pas beaucoup, puis c'est ce que j'adore. J'adore ça. Mais il fallait que je te rencontre ton approche envers le plein air. Il y a pas beaucoup de monde, je trouve, qui vont valoriser cette approche-là. Je veux qu'on en parle. Laisse-nous décider si c'est vraiment, il y a pas de fil conducteur dans Ouais, ta c'est vie. On regardera ça ensemble à la fin. Là, on va commencer. Premièrement, comment est-ce que tu te définis? Je me spécialise comme guide de plein air, comme aventurière. Je te dirais que mon activité préférée, c'est de trouver une montagne puis de me dire, je m'en vais là. Fait que souvent, il y a des trails, il y a des pistes, mais des fois, c'est comme je suis rendue dans l'alpin puis je monte. Fait que pour moi, c'est vraiment le fun de me mettre dans des situations de même parce que il y a pas de marge pour d'erreur, là. Fait que t'es comme vraiment dans le moment. T'es pas dans tes pensées. T'es comme, OK, si je grimpe ici puis je tombe, ben, je suis morte. Fait que je suis aussi bien d'être vraiment focus-minded dans le moment. Puis je m'intéresse à la relation spirituelle qu'on a avec la nature au-delà de la performance. Donc, quand je me promène dans le bois, souvent, ça va être très lentement. Tu vis en ce moment le van life. Ouais, le truck life. OK. Ça a commencé avec une van. Quand je suis partie du Québec en 2019, j'ai tout vendu mes affaires. J'ai tout mis ça dans un van. J'étais allée faire du tree planting dans le Nord. Il y a comme une joke avec les Québécois qu'on rencontre ici. C'est comme, c'était quoi ton parcours? T'étais-tu tree planter ou cueilleur de fruits? J'allais dire, oui. Moi, j'ai fait les deux. Anyway, je me suis rendue ici en 2019 avec la van. Puis après, j'ai fait un upgrade au truck avec les gros pneus de boue, la grosse suspension, le 4x4, fait que je peux aller pas mal n'importe où maintenant. Mais moins d'espace quand même dans l'habitacle. Ouais, je passe pas beaucoup de temps dans mon truck. C'est pour dormir, c'est pour mettre mes affaires. Puis la van, c'est un grand espace, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Un autre mot qui me décrirait bien, ça serait d'être minimaliste. Fait qu'un truck, pour moi, c'est beaucoup d'espace parce que j'ai déjà passé des mois avec un backpack, avec ma tante. Fait que d'avoir un véhicule, c'est déjà un upgrade. Ouais, je pense qu'on peut dire que t'es minimaliste quand tu considères qu'une van, c'est beaucoup d'espace. Je pense que juste là, Puis j'ai mon petit lit, j'ai des étagères, j'ai ma cuisine tailgate qui est vraiment mon coup de cœur. nice. Cuisiner sur le bord d'un petit ruisseau là, avec la tailgate, là, puis le petit barbecue qui chauffe, là, c'est mon bonheur. Wow. Tu vis où exactement? T'es pas basé à Nelson comme tel. Non, ben j'ai des contrats avec différentes compagnies, différents organismes dans la région. Je suis comme un peu dans un triangle des Bermudes, où il y a Caslo, New Denver, Nelson. Puis t'essayes d'en sortir, mais il y a tellement de belles choses à découvrir que finalement tu y restes pour le restant de ta vie. C'est vrai. C'est magique. Caslo, New Denver sont deux minuscules municipalités. Tu sais, même Nelson, là, c'est comme limite un village-ville, tu sais. Ouais. J'adore que c'est comme le centre en ce moment là, De mon univers. Ouais, c'est ça. Mais ouais, surtout entre Caslo, New Denver,
Ça, ce corridor-là, c'est considéré sacré là, des Sénèques, qui est les Premières Nations de la région. Ils appellent ça Pic-Colana. Puis ça, c'est l'esprit du grizzly blanc. Fait que toute cette région-là, avec le parc provincial de Goat Range, entre Kokonie, c'est vraiment un corridor sauvage, là, avec plein de biodiversité, d'animaux, tout ça. Fait que j'aime vraiment ça y aller, parce que t'as vraiment l'impression d'être au bout du monde. T'es allé faire une formation pour devenir guide d'aventure en Amérique du Sud. Mm-hmm. Puis ensuite, t'as fondé ta propre compagnie qui est Elemental Journeys. Mm-hmm. Tu peux-tu juste me faire un petit récapitulatif là, de quand est-ce que tu t'es vu faire ça? Je suis allée visiter mes parents, c'était printemps, ça faisait 3 ans que j'étais pas allée au Québec. Puis j'ai ouvert mes vieux journaux. Journaux intimes? Ouais, journaux Oh, intimes. wow. Ouais, puis là, j'étais comme, hey, ça fait longtemps que je lis cette vision-là. Puis je pense, j'ai lu un livre, ça s'appelle L'Alchimiste. Je sais pas si tu connais. Paulo Coelho? Ouais, c'est comme un classique. Ben ouais. Là. Puis là, le Personal Journey. Puis là, j'étais comme, hey, ça m'a fait rêver. Puis là, j'étais comme, hey, il a tout vendu ses affaires, il a tout vendu son bétail, puis il est parti dans une place qu'il connaissait pas. Fait que là, j'étais comme, va faire ça, moi. Fait que j'ai vendu tout mon stock, j'ai acheté ma vanne. Puis en fait, mon but, c'était de me payer une formation pour devenir guide en plein air. Puis c'est pas donné, là, que tu le fasses au Canada ou à l'international, c'est beaucoup d'argent. Fait que c'est pour ça que je suis allée planter des arbres, en fait. Parce qu'on m'avait dit, s'il faut que tu fasses une tasse de cash, fais ça. Mais ce qu'on m'avait pas dit, c'est que c'est de la job, puis c'est tough, puis ça prend du temps avant que tu deviennes bon. Fait que Détail important. Ouais, quand même. détail important. En tout cas, c'était un challenge au début, puis finalement, j'ai réussi à amasser le cash que j'avais besoin. Puis la formation, en fait, c'était un 3 mois à El Chaten. Si tu regardes le logo Patagonia, je sais pas si tu l'as déjà vu, là, la chaîne de montagne qui est sur le logo, ça vient de la ce compagnie endroit-là. Patagonia, ok. Fait que là, je me suis dit, à chaque fois que je vais le voir, ça, je vais me rappeler que j'étais là. Ah, tellement. Fait que c'était comme... ouais, c'était un objectif secondaire, mais en fait, le programme, c'était une combinaison de rando, d'escalade, d'expédition dans le backcountry. En 2020, j'ai comme passé d'un high où ce que j'étais en Patagonie pendant 6 mois, à faire ce que j'aimais, à revenir chez nous, ben chez mes parents en fait, dans leur sol, puis là d'être comme ok, mon rêve. En confinement. Ouais, puis là tu sais l'industrie du tourisme, tout était comme mort. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton histoire personnelle. Je sais que t'es né en Ontario, d'une famille québécoise. Mm-hmm. Puis là, c'était comme la joke. Ah, elle, c'est l'Ontarienne, tu sais, j'étais comme le mouton noir de la famille qui avait pris naissance dans un autre territoire. En plus en Ontario. En plus oh en boy. Ontario, ouais, c'est ça. Puis là, on habitait au Québec pendant un petit bout. Puis on est déménagé au Nouveau-Brunswick. Puis là, j'ai vraiment trippé parce qu'on avait comme une grosse forêt en arrière de chez nous. Il y a des chevreuils qui venaient. Fait que c'était comme l'expérience sauvage. Puis je me demande des fois si j'avais pas été au Nouveau-Brunswick, si ça aurait été différent ou si je serais différente aujourd'hui. Puis là, je suis revenue au Québec. Puis là, j'avais un accent du Nouveau-Brunswick, fait que là, ma famille, elle me niaisait encore plus. Tu sais, c'est comme l'Ontarienne qui a l'accent chiac du Nouveau-Brunswick. Fait qu'encore là, le mouton noir, ça... Puis finalement, hein, on est revenu en Ontario par après. Fait que là, j'étais rendue ado. Puis là, ça, c'était vraiment de la trahison pour moi totale, là, parce que je faisais du ski, puis il y avait pas vraiment de montagne de ski en Ontario, puis je pense que c'est pour ça que mon père, il me dit « Ah, on va aller à Whistler, là, ça va être correct. » C'était comme le deal, là, OK. Bon, si on déménage en Ontario, on va aller dans l'Ouest pour skier. J'étais allée à l'école francophone, secondaire, fait que c'était intéressant parce que même à l'école francophone, je me faisais niaiser pour parler français. Puis là, j'étais la French Frog, tu sais, la francophone. Pauvre toi, toujours le mouton noir. Ah, c'est correct. On a plus de fun quand on est mouton noir, oui. Puis j'aimerais ça que tu me reparles plus concrètement de ton activisme. Ma carrière d'activiste, si on veut, est quand même récente. J'ai toujours eu un amour pour la nature, puis
J'étais impliquée dans plusieurs clubs politiques là, quand j'étais à l'université, mais j'avais jamais rien fait de concret ou on appelle ça une action directe, là, où ce que t'es vraiment comme dans l'action. Je sais pas comment le décrire, là, mais tu sais. T'es pas en train de signer une pétition online. Ouais, c'est ça. C'est comme plus il y a plus d'engagement dans le sens que t'es comme boots on the ground, t'es comme la front line, c'est toi qui bloque l'accès. Il y a vraiment ce côté-là où j'étais très impliquée à Fairy Creek, puis par la suite, ici dans le Kootenay. Ce qui est arrivé, c'est que je plantais des arbres, puis il y a beaucoup de monde qui pense que de planter des arbres, c'est comme bon pour l'environnement, que ça nous donne la permission de juste aller En couper d'autres. Mais dans l'histoire que je veux te conter, c'était ma 3e saison. Là, j'étais vraiment dans je clenche ça, je vais faire mon cash, puis après ça, je vais prendre ça relax, je vais aller en vacances. J'étais vraiment dans le mindset, OK, je fais des économies. Puis on a été abasourdis là, par une vague de chaleur. Il avait appelé ça un heat dome, là, je pense que c'était en 2021. Tu sais, il faisait comme 40 là, pendant une semaine. Puis là, moi, je suis là en train de planter des arbres à plus 40. Il y a eu ça, puis après ça, il a commencé à avoir des feux de forêt, puis là, j'étais comme, OK, là, c'est vraiment inconfortable, parce que là, c'est pas juste la chaleur, c'est comme de la fumée, puis je peux pas vraiment respirer. Mais j'ai fini ma saison, puis là, j'étais comme, OK, là, j'ai mon cash, puis là, j'avais planifié toutes mes randonnées, puis là, j'arrive à Nelson, puis c'était comme un mur de fumée, là, tu sais, tu voyais rien. Je peux-tu sacrer ou... Ah, vas-y. Je voyais fuck all. Ouais. Puis c'était pas C'était juste... le terme, en fait, Ouais. technique climatique. C'était le niveau de fumée ici, là, c'était... Fait que ça m'a fait prendre conscience que comme on vit dans un temps de changement climatique. Puis là, mon amie, elle me dit « Hey, moi, j'ai besoin d'un lift, je m'en vais à Fairy Creek. » Puis là, je me dis « C'est quoi Fairy Creek? » Puis là, je commence à checker, puis je suis comme « C'est quoi? » Dans le fond, c'était comme le plus gros mouvement d'actes de désobéissance au Canada. Il y a eu genre 1100 personnes qui se sont fait arrêter avec les efforts de bloquer l'accès à une forêt ancienne. Je me rends là, puis je suis comme, OK, je vais juste dropper mon ami là, puis après ça, je vais aller surfer ou faire mon truc. Et là, je suis comme, ah, c'est cool ici. Puis c'était quasiment comme un petit village, des endroits de rassemblement ou des cuisines extérieures, puis il y avait des endroits pour le camping, mais c'était tout sur le chemin forestier, comme ça, l'industrie pouvait pas passer. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est cool. Puis c'était comme une petite communauté, comme, ah, je vais rester un peu, je vais voir ce que ça a de l'air. Puis après une semaine ou deux, il y a eu comme une nouvelle que la police avait reçu un ordre de tout démanteler. Mais là, c'était comme complètement différente vibe parce que t'avais comme l'équipe SWAT, puis genre l'armée, puis tout ça, puis c'était comme la grosse patente. Fait qu'il a fallu qu'on fasse un genre de formation, ils appellent ça un blob. Pour te donner une idée, c'est comme tout le monde se croise les bras en faisant un gros cercle, puis là, tu pousses contre la police, puis ils peuvent pas comme te menotter parce que tout le monde a les bras derrière eux, puis sont comme entrecroisés. Fait que là, on est comme en train de pousser la police pour se rendre. Puis y avait-tu de la violence rendu là? Ah, ouais, c'était vraiment intense, là. Puis moi, la conne que je suis, genre, je sais pas pourquoi je me suis mis direct en avant, mais j'étais comme, OK, let's go, là, j'étais comme en warrior mode, Ça là. m'étonne pas, on dirait. J'avais comme... En tout cas, je m'avais rasé la tête, là. J'étais vraiment dans un autre personnage. Fait que là, je suis comme, OK, let's go, on pousse, on y va de l'avant. Parce que sinon, tu sais, il serait passé, puis la forêt se faisait couper. Fait qu'on pousse, puis moi, ouais, c'est ça, j'étais en avant, puis comme de fait, il y a un policier qui commence à me bloquer la gorge, puis là, je suis comme, j'ai joué au rugby, moi, fait que je commence à y tasser le bras avec mon cou, parce que c'est de même qu'on fait ça au rugby. Transferable skills. Tellement. Ah, je m'en souviendrai tout le temps. Il a sorti son poivre de Cayenne, puis il m'a comme aspergé dans mes yeux. Puis là, j'étais comme, oh my God, je peux pas rien voir, je suis aveugle. Puis il y a juste quelqu'un qui m'a comme pris, puis qui m'a ramené dans le milieu du cercle pour refermer le mur. Puis on a comme fait un autre 2 ou 3 kilomètres, puis moi, je voyais rien. Fait que je m'agrippais à quelqu'un, puis là, anyways, on s'est rendu. Puis c'était pas tout le temps intense de même, là, tu sais, c'est comme une histoire
Mais il y a des moments où c'est devenu violent. Il y avait des gens qui se portaient bénévoles pour bloquer la route. Fait qu'ils se menottaient au chemin ou ils se mettaient comme dans des tripodes pour bloquer l'accès. Fait que t'avais comme quelqu'un dans un tripode à genre 40 pieds d'eau. Un tripode humain? Non. C'était Ok. comme un tripode qu'on avait fait avec des arbres qui avaient comme tombé ou quelque chose. Puis là, t'avais Une comme structure. une structure. Puis là, t'avais quelqu'un sur le top. En tout cas, c'était toute une affaire. Si jamais tu veux comme en apprendre plus, il y a beaucoup de contenu en ligne. Fairy Creek. Même Radio-Canada, tout ça, il avait fait des reportages. Puis moi, en fait, je me suis comme retrouvée dans une position de gardien de la paix. J'étais comme la négociatrice entre la police puis les manifestants. Fait que c'était tout un boulot comme d'essayer de formuler une entente entre les deux parties. Mais ça m'a vraiment donné comme une perspective de sur quoi qu'on peut s'entendre. Puis souvent, c'était comme la sécurité des gens. Dans le fond, ma philosophie, c'était pas de nécessairement devenir face à face avec la police, mais de gérer la vitesse à laquelle ils nous poussaient pour qu'on ait plus de temps pour se faire des renforts. C'était tout un jeu d'échecs, là. Mais moi, j'ai passé, je te dirais, 1 mois et demi là-bas à faire ce boulot-là, puis après ça, j'étais comme burnt out, là. J'étais Tout le temps sur le qui-vive. Ouais, le qui-vive, puis t'avais tout le temps des blitz, puis si tu dormais pas, ben t'étais en train de creuser, puis en tout cas, c'était comme 1 mois et demi là, de bataille, là. Pourquoi c'est toi qui as eu ce rôle-là? Ou pourquoi est-ce que t'as pris ce rôle-là? Je le sais pas nécessairement, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis normalement, moi, j'évite les conflits, fait que c'était comme intéressant d'être dans cette position-là. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y avait une autre personne qui faisait ça, qui s'est fait arrêter. Puis par après, il y avait aucune personne qui était en mesure de prendre cette position-là de négociateur. Il y a une journée où il y a eu genre 15 personnes qui s'est fait arrêter, puis c'était violent, là. Puis j'étais comme, ça n'a pas d'allure que ça soit de même, tu sais. Qu'est-ce que je peux faire? Fait que j'étais allée, il y avait une belle rivière là-bas avec une cascade dans la forêt ancienne, puis je me suis assise sur le bord de la rivière, puis j'ai comme un genre de l'environnement ou juste l'état d'esprit dans lequel j'étais qui me disait, c'est toi qu'il faut qu'il prenne cette place-là. Puis finalement, ça a vraiment bien fonctionné. De rendre la balance juste, c'est vraiment pas évident parce que même si la police avait des actes violents, il y avait aussi comme du bon sens dans certaines des choses qu'ils faisaient. Puis je veux pas défendre la police, mais c'était comme les deux parties avaient leur but, leurs objectifs. Puis là, c'est comme c'est quoi le point de rassemblement ou comment je peux garder la paix entre ces gens-là. Pour revenir à ce que je fais maintenant, j'essaie d'avoir cette attitude-là ou cette perspective-là quand je parle aux gens, surtout avec les gens qui travaillent dans l'industrie forestière. Ça peut être une ressource renouvelable si on la gère comme il faut, mais la façon qu'on le fait en ce moment, c'est juste insensé. Puis pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on le fait pas plus intelligemment? Puis d'avoir une approche qui est plus axée sur la préservation de l'environnement que les économies d'échelle. Parce que, dans le fond, quand tu fais une coupe à blanc, là, c'est pas parce que ça te donne plus de bois qu'il en gaspille, là, du bois, là, il en laisse du bois. Mais c'est parce que ça coûte moins cher de juste envoyer une personne avec une grosse machine puis de raser tout ça puis de prendre les quelques morceaux qui sont bons que d'envoyer quelqu'un qui est spécialisé pour identifier les arbres puis de les couper un à un. Mais sur le long terme, cette façon-là, ça crée plus de jobs, ça crée des produits de qualité, puis ça crée aussi un écosystème qui est plus en santé. Le gouvernement du BC, ils ont comme la bonne idée, c'est juste qu'ils ont besoin de la motivation pour le transformer en action. J'étais pas au courant de cette manifestation-là à Fairy Creek. Ouais. Par chance, j'avais comme un contrat pour enseigner à l'école en forêt ici parce que c'était vraiment dur de partir. T'es comme à la guerre, là, puis tu sais, de laisser ton monde puis de revenir, c'est une décision qui a été difficile. Fait que quand je suis revenue, là, j'ai entendu parler d'une autre organisation ici qui s'appelle Last Stand West Kootenay. Puis c'était du monde qui était allé à Fairy Creek, qui était revenu ici puis qui voulait commencer de quoi localement. Parce qu'on va se le dire, la côte ouest du BC reçoit beaucoup d'attention de les médias, mais on parle pas de ce qu'on a ici au Kootenay. Je commençais à m'impliquer avec eux autres. On a fait une petite action, pas illégale, là, mais tu sais, juste pour comme
piquer la curiosité des gens au niveau politique puis au niveau des médias aussi. Fait qu'on essayait de créer une histoire, d'amener de l'attention à ce qui se passait. Puis en fait, on était en train de faire une genre de tablé à Kootenay-Coop, puis il y a quelqu'un qui vient nous dire « Hey, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui se passe à Argenta? » Puis Argenta, c'était vraiment spécial parce que c'était la communauté qui nous a invités. Puis ça faisait 30 ans là, qu'ils se battaient. Fait que c'était comme une belle ambiance là, d'entraide. Ils venaient nous porter des mets, des plats. Ils venaient nous amener tout ce qu'on avait besoin. Puis on a resté là pendant 3 semaines. Puis finalement, la police est venue. Puis ils ont vu qui qu'on était. Puis ils nous connaissaient. Fait que là, ils nous ont envoyé la gang de Fairy Creek. Fait que la grosse force de l'armée, là, on était comme trentaine avec genre des enfants puis des vieillards, puis on est comme qu'est-ce que vous faites ici là? On n'est pas à Fairy Creek là, tu sais, c'est comme si tu regardes sur la map, t'as comme l'aire de conservation des Purcell, puis t'as comme un genre de bloc qui a été retiré de l'aire de conservation pour donner la permission à l'exploitation forestière. Mais le bloc, c'est le morceau qui connecte l'alpin au lac. Fait qu'au niveau écologique, c'est comme la partie la plus importante. Puis il y a des caribous là-bas, il y a des forêts anciennes. Fait que pour nous, c'était juste insensé. Puis ça fait beaucoup de bruit. Puis avec une autre campagne de lettres, c'était une pétition cette fois-ci. Faut utiliser différentes tactiques. Il y a eu des rencontres avec le gouvernement là, au niveau provincial. Il y a eu l'implication des Synex. Finalement, la compagnie, elle a décidé de mettre en pause les développements sur cette face-là. Puis là, quand on a découvert Russell, qui est comme dans la Slocan, c'était vraiment un endroit spécial parce qu'il y a des arbres gros de même, t'en vois pas dans le Kootenay. À Passmore, Upper Passmore Bridge, moi j'appelle tout le temps ça comme mon portail, là. Il y a comme le beau petit pont iconique, là. Ouais. Fait que tu passes le pont, puis après ça, tu fais une genre de dizaine de kilomètres sur un chemin forestier. Puis un des arbres qui est là, c'est comme le top 5 du plus gros dans tout l'intérieur du BC ou du Kootenay, là. Fait que c'est massif, là. Je pense qu'on avait mesuré. On était 19 à se tenir les mains, puis ça a comme fait le tour. Puis je te jure, là, la première fois que j'étais allée là, je me sentais comme dans Jurassic Park, là, tu sais, tu pointais aux arbres, là, « Hey, check lui, check lui, check lui! » Puis à un moment donné, mon ami, il me dit « Hey, check celle-là! » Puis là, on regarde, puis c'est comme... C'était genre 8 arbres qui poussaient tous ensemble, là, mais c'était immense, là. Puis les arbres, ils ont genre 300, 400 ans, puis ils sont tous en train de pousser comme dans un pot de fleurs, là. On l'a surnommé le Council of Elders parce que c'est comme tous les anciens arbres qui sont là ensemble. C'est vraiment impressionnant. Je pense que ça serait beau de rendre hommage à cet endroit-là qui a été protégé temporairement. Pour moi, une forêt ancienne, c'est pas juste des arbres, c'est pas juste un écosystème, c'est comme une cathédrale, là, tu sais. Je vois pas à l'église, moi, je vois dans le bois. Puis tu le sens, là, l'énergie, là, tu sais, tu peux le voir, là, les reflets de la poussière, de la lumière qui passe à travers. Moi, je me suis donné comme mission d'amener le plus de monde possible là-bas. Puis ça me donne aussi une autre façon de contribuer à la protection de l'environnement qui est pas comme le gros travail sale d'être comme sa frontline tout le temps. Puis j'ai pas peur de le faire, mais c'est juste à long terme, ça devient lourd, ça devient épuisant. Fait que c'est bien de diversifier puis de trouver d'autres façons de le faire aussi. Où est-ce que tu te vois, disons, dans 5 ou 10 ans? C'est quoi tes projets? Je l'ai aimé, cette question-là. J'étais comme, wow! On dirait que tu m'amenais là, dans cette direction. Ouais. C'est drôle parce que souvent, moi, je fonctionne en termes de saison. Fait que je sais ce que je veux faire cet hiver, mais je sais pas ce que je vais faire l'été prochain. Puis dans 20 saisons, c'est un petit peu compliqué aussi. Ouais, non, c'est ça. Mais je commence à comme... On dirait que là, avec la trentaine, je suis comme en transition avec mon style puis le rythme de vie que je vis. Avant, c'était vraiment genre à la poursuite de nouvelles aventures. Puis là, je suis comme, OK, comment je peux me grounder? Comment je peux comme étaler mes racines? Puis vraiment comme... penser aux prochaines étapes sans juste me garrocher dedans, tu sais, d'être intentionnel. J'espère qu'Elemental Journeys sera un organisme à but non lucratif.
Je veux que ça soit accessible, je veux que les gens soient capables de se présenter puis de bénéficier de ces marches-là sans avoir à payer. Peut-être que rendu là, je vais avoir un trailer rénové. Fait que je vais être comme à mi-chemin entre la vanne, puis le truck, puis la mini-maison. Mini-maison, c'est comme trop consolidé, là. Ça me prend quelque chose de mobile, là. Je suis pas prête à me commettre encore. Pour cette deuxième saison de Franc Ouest, nous avons donné carte blanche à l'artiste visuel franco-ontarien Marcus Dénommé pour qu'il crée une œuvre unique Franc Ouest en s'inspirant des lieux majestueux visités lors des tournages et des enregistrements. Alliant son style minimaliste et tout en ligne aux chaînes de montagnes des Kootenay-West, ainsi qu'aux courants d'eau agités de la rivière Columbia, son œuvre est simple et inoubliable. Rendez-vous sur afco.ca/Franc Ouest pour voir la vidéo de la fabrication de cette œuvre étape par étape. Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare, Peter Reed et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenay Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau.